Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Bonjour à vous qui nous offrez une heure de votre précieuse écoute. Que ce soit à chaque semaine ou pour la première fois, bienvenue au Héros Anonyme. Je fais le pari que vous y trouverez de l'inspiration pour faire une petite différence en ces temps où nous avons bien besoin de sentir que nous avons du pouvoir sur certaines situations. Notre première invitée, Cathy Lepage, voit ces petits miracles quotidiens auprès de jeunes qui ont besoin d'un départ à neuf. Ils ne sont ni aux études, ni au travail, et lorsqu'ils croisent le chemin du carrefour Jeunesse-Emploi-Roussillon, on peut dire que leur estime de soi manque un peu de tonus. Femme de conviction et d'action, Cathy Lepage a aussi tenté de la politique et on sera intéressé en cette campagne électorale fédérale d'entendre sa vision de ce qui fait la différence pour les personnes plus vulnérables de notre société. En deuxième partie, je vous propose une vision différente et poétique de l'approche aidance. Car parmi ces héros anonymes qui maintiennent le filet social en place, il y a les proches aidants qui donnent 80% des soins aux personnes atteintes de diverses maladies. Notre deuxième invitée, Clara Verras-Brenn, se décrit pour sa part comme une proche aimante, après avoir accompagné son mari Rodrigo dans un parcours de l'Alzheimer qui a duré 15 ans. Clara a transformé ses apprentissages personnels en une œuvre collective. Un mémoire de maîtrise en psychosociologie, des mosaïques magnifiques et des collages inspirés, et 2 conférences, dont celle à laquelle j'ai assisté cette semaine au Centre Saint-Pierre avec beaucoup d'ouverture, de proches aidantes à proches aimantes, et si l'accompagnement devenait un chemin initiatique. Du beau, du courageux et du grand au programme des héros anonymes cette semaine. Une courte pause et on accueille notre première invitée, Cathy Lepage, du Carrefour Jeunesse-Emploi-Roussillon. Il y a quelques années, on se disait, bon, là, il y a une pénurie de main-d'œuvre, les jeunes ont le choix des emplois. Et puis, il y a quelques années, bon, il y a eu la pandémie et autres, il y a eu un resserrement tel que les taux de chômage ont en fait grimpé et c'est les jeunes qui écopent le plus au niveau de manque d'emploi. Et il y a plusieurs de ces jeunes qui, comment on pourrait dire, ils ont peut-être besoin d'aide là, pour garnir leur bagage, leur baluchon, de bon réussir à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes et faire en sorte là, qu'ils vont vers un chemin qui leur ressemble davantage, que ce soit un retour aux études, un emploi qui leur convienne ou même encore de partir en affaires. J'en discute avec la directrice générale du Carrefour Jeunesse-Emploi-Roussillon, Cathy Lepage. Bonjour, Cathy. Bien, bonjour, merci de l'invitation. Ben c'est un plaisir. Je pense que vous êtes une personne de conviction, comme je le disais dans l'introduction. D'abord, cette statistique, Cathy, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a quelques années, là, on se disait, ça va être facile pour les jeunes, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Et tout à coup, il semble y avoir eu un revirement dans ces statistiques, ça se peut? Oui, tout à fait. Effectivement, on voyait l'avenir très radieux pour les jeunes parce que, il y avait vraiment une pénurie de main-d'œuvre. Et là, le tableau a complètement changé. Au Québec, c'est presque 11% de taux de chômage chez les jeunes. Et puis, on regarde qu'est-ce qui se passe avec nos voisins américains là, qui nous font la vie dure. Ouais. Et puis, ce matin, on voyait, ça a des grosse incidence au niveau des bourses, probablement une récession mondiale. Fait que donc, c'est pas... c'est rien pour aider. C'est rien pour aider. Non, effectivement, rien pour aider. Et
comment le Carrefour Jeunesse Emploi peut développer une perspective positive à travers tout ça? Bien, je pense que, entre autres, pour des clientèles qui sont plus fragilisées, et j'aimerais ça rajouter qu'au niveau de la pénurie de la main-d'œuvre, mais aussi, face à la pandémie, ça a fragilisé davantage les jeunes qui avaient des parcours déjà difficiles au niveau scolaire. Donc, il y a eu un taux de décrochage plus élevé de ces jeunes et on les retrouve dans nos services. C'est des jeunes qui n'ont pas fini leur secondaire, qui sont pas en formation ni au travail et qui ont perdu souvent beaucoup d'espoir dans leur face à l'avenir. Et nous, notre travail va être de travailler avec eux au niveau de l'estime de soi, puis de bâtir avec eux un projet de vie. Qu'est-ce qui les a allumés dans leur vie? Parce qu'on a tous rêvé quand on était enfant, adolescent, de qu'est-ce qu'on voulait faire. Et c'est à ça qu'on va les raccrocher, puis on va aussi d'avoir une vision réaliste de ce qu'ils peuvent faire. Puis pendant les 26 semaines on va les accompagner pendant 26 semaines et il va y avoir différentes activités qui vont aborder autant l'employabilité, le CV, mais aussi toute la dimension personnelle et l'aide au niveau plus de soutien, au niveau psychologique, de connaissance de soi, puis de se raccrocher à un projet de vie. Donc, vous dites qu'il y a plus d'enjeux de santé mentale, plus d'anxiété chez les jeunes. Ça doit avoir impacté vos programmes aussi, la manière dont vous les accompagnez? Bien, tout à fait. Tu sais, puis on a vraiment besoin d'avoir des travailleuses ou des travailleurs qui sont plus spécialisés au niveau de l'accompagnement psychosocial, là. Donc, on n'emploie pas juste, nos employés, c'est pas juste des conseillers ou des conseillères en emploi, mais c'est vraiment aussi des personnes qui ont étudié en travail social pour faire de l'accompagnement psychosocial. C'est essentiel, d'autant plus que bien, vous le savez, en santé services sociaux, les listes d'attente sont très élevées chez les jeunes aussi. Donc, pour avoir des services, c'est très, très, très long. Puis ces jeunes-là en ont besoin. Il y a des jeunes aussi qui ont des problèmes de consommation, de dépendance. C'est pas juste à l'alcool ou aux drogues, ça peut être au jeu aussi. Donc, c'est vraiment un accompagnement et une vision globale du jeune pour lesquels on travaille. Et on travaille aussi, on n'est pas déconnecté, là, on ne travaille pas tout seul dans notre coin. On travaille aussi avec d'autres organismes du milieu qui viennent soutenir ces jeunes-là, ainsi que le CLSC, là, les centres de santé et services sociaux. Cathy, ça fait quand même plusieurs décennies que les Carrefour Jeunesse Emploi existent. D'ailleurs, j'ai appris que c'était l'ex-premier ministre Jacques Parizeau qui avait contribué à leur fondation. Tout à fait. Puis c'est vrai parce que c'est à l'époque, dans les années 90, il y avait quand même une grosse crise économique. Hein? Le taux de chômage était très élevé chez les jeunes. C'était nos futurs, là, qu'on disait. Il n'y avait pas beaucoup d'avenir. Et c'est à la suite de ça que M. Parizeau, avec sa femme, ont créé les Carrefour Jeunesse Emploi et ont déployé plusieurs services à travers tout le Québec. Hein? Donc, ça répond vraiment à un besoin. On est différent, mettons, des maisons de jeunes. On est complémentaires à eux. Et puis, on prend le jeune où il est. Et c'est un accueil universel. Pour nous, si dans tel programme, il ne fit pas, on va le dire comme ça, là, mais ça va peut-être être un autre programme qu'on a et on va accueillir chaque jeune dans sa dimension, dans son parcours, puis c'est de l'amener à cheminer à travers ça, là. Donc, ça se fait sans jugement. Ça, c'est pour nous très, très important. C'est une valeur importante. Dites-moi, Cathy, on a reçu il y a quelques semaines la directrice générale de l'AMASC, donc l'Alliance des milieux adaptés de scolarisation du Québec. Comment les Carrefour Jeunesse Emploi s'inscrivent un petit peu dans les organes, dans les MASC, les milieux adaptés de scolarisation? Bien, on travaille avec, même dans certaines écoles sur notre territoire, qui sont des classes d'adaptation scolaire où il y a plusieurs étudiants qui ont des profils atypiques, comme on dit, ou certains diagnostics. Et puis ça, on fait des projets avec eux. On fait aussi de l'accompagnement scolaire, de la réussite. On a aussi un financement pour la persévérance et la réussite scolaire. Puis on a
parcours individualisé puis de l'accompagnement pour ces personnes-là. Et souvent, d'avoir, entre autres, on a un programme présentement, là, c'est mon histoire en héritage. C'est une classe en adaptation scolaire qui ont fait une vidéo avec eux, avec le professeur, sur l'échange entre l'histoire des personnes âgées qui vivent, qui sont impliquées au niveau des aînés, avec ces jeunes-là. Ils sont jumelés et ils font un tournage ensemble sur leur vie de ces personnes âgées-là, qu'est-ce qu'ils ont vécu. C'est vraiment intéressant. Puis il y a un échange qui, je pense, qui est profitable aux deux, là, autant pour les jeunes que pour ces personnes-là, qui souvent, des fois, on écarte les personnes âgées de nos sociétés, se sentent isolées. Fait que donc, c'est vraiment intéressant comme projet, là. Mais j'imagine aussi de prendre contact avec des gens qui ont vécu différentes époques, différentes épreuves et qui en ont trouvé des leçons de courage à travers ça. Ça doit donner une perspective, ça doit élargir un petit peu les perspectives pour ces jeunes-là. Tout à fait, effectivement. Tu sais, puis souvent, c'est des histoires qu'on connaît pas. Hein, tu sais, fait qu'ils découvrent une autre dimension de la vie, puis des expériences de vie, et puis souvent d'époques qu'on connaissait pas, de certaines décennies, hein, finalement. Tu sais. Puis on a un autre projet dans une école à Magdeleine, c'est la polyvalente sur notre territoire. C'est un podcast qui est animé par des élèves autistes, où ils interviewent d'anciens élèves qui ont réussi leur transition vers la vie adulte. Tu sais. Puis là, au début, c'était ça, le projet. Oui. Et là, c'est en train d'évoluer parce que là, il y a maintenant des élèves du régulier qui veulent aussi s'impliquer parce qu'ils trouvent ça intéressant. Tu sais. Fait que donc, puis là, on est en train d'avoir avec les professeurs là, sur quelle plateforme ça va être disponible, puis tout ça, mais c'est vraiment intéressant. Ça les a impliqués dans un projet qui est très concret. J'allais justement vous demander où on peut écouter ça. Donc, c'est à venir pour l'écoute publique? Oui, c'est à venir, ça vient d'être fait, là. Fait que donc, c'est ça. Puis il faut travailler, dans le milieu scolaire, hein, c'est pas le même rythme non plus, hein, fait que donc, mais c'est l'important pour nous, c'est qu'il y ait des projets qui sont concrets pour les jeunes. Parce que c'est ça souvent qui manque, c'est de pouvoir, puis tu sais, l'autre, mon histoire en héritage, les jeunes participent et apprennent à travers le tournage. Ça aussi, c'est intéressant. Là. Le projet, c'est de A à Z. On a engagé une équipe de tournage qui est professionnelle, mais ils doivent avoir un volet formation avec ces jeunes-là. Fait que c'est vraiment intéressant. Et il y a un projet, je crois, qui encourage le bénévolat chez les jeunes? Oui, ça fait partie. Les projets que je te parle là, c'est dans le cadre du bénévolat qui engage. Mais on a aussi une autre forme de bénévolat qui est l'été. Ça va commencer bientôt. Là, c'est de participer au jardin collectif de l'organisme qui est sur notre territoire, qui est le Partage, et qui est un organisme en sécurité alimentaire. Fait qu'ils font un gros jardin collectif. On a plusieurs bénévoles jeunes qui sont impliqués du début jusqu'à la fin du projet, jusqu'à l'automne. Et ça permet de soutenir des familles à l'aide alimentaire parce que ce qui est récolté est donné à ces familles-là. C'est vraiment, fait que, puis c'est un beau jardin, là. Puis cette année, il va être encore plus gros. Fait que donc, puis je trouve que c'est une belle façon aussi d'apprendre comment on cultive des légumes, comment ça. Tu sais, après ça, c'est un savoir que tu vas garder toute ta vie et que tu vas pouvoir reproduire. Ça aussi. En fait, on peut même s'en servir pour des activités éducatives. On peut apprendre toutes les matières à travers le jardinage. Et dites-moi, j'adresse un message à nos auditeurs. Si vous voulez en savoir davantage sur le partage, nous les avons reçus il y a quelques semaines à l'émission. Donc, vous allez pouvoir retrouver cet épisode dans notre plateforme de balado. Et donc, je comprends que c'est vous qui avez embauché le directeur général, Frédéric Côté. Oui, tout à fait. À l'époque, dans une autre vie, j'ai été directrice générale du Partage, puis j'avais procédé à l'engagement de Frédéric, qui était directeur adjoint, puis un jour, je suis partie, et c'est Frédéric qui a pris la relève de l'organisme avec brio.
Oui, oui, on a pu entendre sa passion et sa vision très novatrice sur l'impact social des organismes sans but lucratif. Cathy, je vous propose de prendre une courte pause et j'aimerais aussi parler un petit peu là, de votre passage en politique puis de voir un peu à l'ère là, des élections fédérales. Là, ça veut dire quoi la politique là, en 2025? On revient dans un instant. Parfait. De retour au Héros anonyme avec Cathy Lepage, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon. Cathy, tout juste avant la pause, j'évoquais votre passage en politique. Je me demande tout le temps, est-ce que être à quelque part dans un organisme communautaire, c'est pas déjà un geste politique? Oui, tout à fait. C'est un geste politique certain parce qu'on travaille beaucoup sur la transformation sociale. Hein? Donc, c'est prendre position, c'est de travailler avec des gens qui souvent sont exclus de la société ou qui vivent, en tout cas, qui sont vulnérables. On est un peu idéaliste quand on travaille dans un organisme communautaire. Il faut le dire, là, mais on veut travailler à améliorer la société puis les conditions de vie des gens. Mais pour moi, oui, en même temps, c'est le politique dans son sens large, qui, les gens au Parlement ou à l'Assemblée nationale, chaque jour, les décisions, les lois qu'ils votent ont un impact dans le quotidien des gens. Ben oui, sur vos programmes, notamment sur le financement de tous les organismes sociaux, ça découle d'abord par un engagement ministériel. Toute la notion de budget, on a traversé ça récemment. Là, c'est une décision de voir qu'est-ce qu'on va soutenir ou pas. Tout à fait, mais aussi la décision du salaire minimum. Le salaire minimum, c'est le gouvernement qui le fixe. Ça a un impact au niveau aussi des prestations pour les personnes âgées. L'ensemble des décisions a un impact sur le quotidien des gens. Puis ça, on a tendance à l'oublier. Les gens, ils pensent, mais pour moi, c'est fondamental dans une société, là, on s'intéresse à la politique dans son sens large parce que ça a des impacts et parce qu'on pourrait pas vivre sans État, hein, finalement, tu sais. Donc, puis l'État, c'est en tout cas, moi, ce que j'aspire, c'est que le gouvernement qui soit en place, l'État, permette une meilleure répartition de la richesse. Ben, c'est sûr, là, je vous amènerai pas nécessairement sur le terrain de la campagne fédérale actuelle. Là. Je voudrais que ça demeure quand même intemporel. Ceci dit, Frédéric Côté, justement, que vous avez bien choisi, nous amenait la question du calcul de l'impact social. Et j'ai pas nécessairement trouvé encore d'études qui démontrent comment $1 investi dans le communautaire rapporte tellement plus, même que certaines autres formes d'investissement. Je ne sais pas si vous avez une réflexion aussi à ce sujet. Bien, tout à fait. Mais oui, il n'y a pas d'études, en tout cas, on ne le voit pas, mais en même temps, nous, on le ça fait longtemps que je travaille dans les organismes communautaires et ça a un impact direct là, chez les gens, puis ça change leur vie. Et quand un jeune qui vient chez nous, qui pendant fait 3-4 ans, qui a décroché complètement, qui était assis dans son salon dans le sous-sol, puis qui jouait, puis qu'il se reprend en main, il retourne aux études. Il finit son parcours scolaire puis il retourne sur le marché du travail. Ben pour moi, ça a un impact direct, là. Donc, l'action qu'on fait n'est pas futile, là. Elle est vraiment... puis si nous, on n'était pas là, présentement, là, il y a quand même... dans la santé et services sociaux, il y a eu beaucoup de coupures, puis on est encore en... comment ils appellent ça, faut pas le dire, là, d'austérité. Mais bon, c'est quand même ça. Les listes d'attente sont longues. Vers où les gens se tournent? Vers les organismes communautaires.
Oui. C'est là, on est ce filet-là. Ben oui, c'est ça. C'est des héros anonymes. C'est pourquoi on vous reçoit chaque semaine pour découvrir, parce que c'est vrai que c'est les organismes qui maintiennent le filet social en place. Cathy, j'ai envie de vous amener un petit peu là, sur les jeunes un peu d'aujourd'hui. On l'a évoqué un peu tout à l'heure. Il y a tout ce qui est les réseaux sociaux, qui est une réalité nouvelle, là, qui n'était pas là lors de leur fondation. Tout ce qui est intelligence artificielle aussi. Personnellement, et comme sans doute plusieurs auditeurs, je suis plongée dans la série Adolescence sur Netflix là, qui parle de l'influence des réseaux sociaux, entre autres sur la construction identitaire des jeunes garçons, un peu de la misogynie et autres. Comment le Carrefour Jeunesse Emploi, vous réussissez à adresser ces situations-là de l'influence des réseaux sociaux sur les jeunes? Ben, on en parle. Oui. On l'aborde avec eux, justement, tu sais que il faut pour avoir un point de vue éclairé, il faut diversifier nos sources. Oui. Et c'est pas juste TikTok, c'est pas juste mon Snapchat, je pense, ils sont plus là-dessus, là, pas tellement sur Facebook, les jeunes, et d'autres plateformes. Et on trouve vraiment, il faut comme ouvrir la conversation avec eux, puis comment ils peuvent limiter leur temps, puis qu'il y a d'autres choses qui existent, puis il y a le monde réel. Parce que dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de jeunes sont là-dessus, mais il y a beaucoup d'anxiété. Parce que ça nourrit aussi une polarisation des discours, la haine, puis la vie, c'est autre chose, là. Donc, il faut les amener ailleurs. Mais pendant la pandémie, on a vu beaucoup les jeunes par Teams ou par Zoom. Et je suis... Oui, on faisait l'école à distance comme ça. Aussi, puis les services qu'on offrait, nous aussi, on les offrait comme ça. On n'avait pas le choix. Aujourd'hui, là, c'est très rare que les jeunes, on leur offre là, des fois de pouvoir être en Zoom ou en présentiel. Ils choisissent à plus de 90% d'être en présentiel. Ah ben ça, c'est encourageant. Fait que je me dis, ils veulent avoir ce contact-là humain. Donc, il faut donc juste offrir l'occasion pour que ça se passe. Puis nous, pendant comme les jeunes qui sont de départ à 9, ben il n'y a pas de cellulaire pendant la journée qui sont avec nous, là. Les activités qu'on fait avec eux, il n'y a pas de cellulaire. Ils le ferment, ils le mettent de côté parce qu'on est dans des discussions avec eux, dans des apprentissages, et je pense ça aussi. Je pense que on est en train, je pense qu'il y a des politiciens qui veulent aussi d'amener à limiter le temps, puis de sortir les téléphones cellulaires des écoles. Bon, tu sais, avant les cellulaires, on a tous vécu sans cellulaire, puis on n'est pas moins fort ou plus fort, mais bon, je pense que... C'est de varier les sources et on s'entend que les deux mains dans le jardin collectif cet été, il n'y a pas de place pour le cellulaire là-dedans. Non, il n'y a pas de place pour le cellulaire quand tu as les deux mains dans la terre. Fait que c'est ça, c'est varier aussi les styles d'apprentissage, s'adapter à ces jeunes-là. Mais il ne faut pas non plus dire rejeter complètement l'intelligence artificielle ou les médias sociaux, c'est apprendre à les utiliser à bon escient. Parce que c'est pas tout mauvais non plus, là. J'entendais d'ailleurs cette semaine là, qu'il y a un usage grandissant des outils d'intelligence artificielle, même comme thérapie. Il y a des gens qui se confient à leur intelligence artificielle et qui se retrouvent à les aider, tu sais, faute d'accès à des soins. C'est quoi votre vision à ce sujet-là? Moi, je pense que un psychologue humain, je pense que c'est toujours mieux que l'intelligence artificielle, là. Mais bon, parce que, tu sais, d'abord, dans le thérapeutique, c'est toute la relation de confiance qu'on va bâtir avec le thérapeute. Et ça, c'est profondément humain, là. C'est là qu'est ma position. C'est sûr que, si tu n'as rien d'autre, puis tu vas vraiment pas bien, puis tout ce que tu trouves, c'est un support d'intelligence artificielle, c'est mieux que rien, mais ça ne devrait pas être que ça. Parce que si tu es en détresse puis tu as besoin d'aide, on devrait être capable de trouver puis d'avoir accès à des ressources spécialisées puis des gens, des humains qui font ce travail-là.
Mais Cathy, il n'y a pas un côté aussi où notre société est rendue tellement individualiste, tout le monde est pressé, on n'a pas le temps de se parler. Tu sais, d'avoir un adulte signifiant, oui, il y a les parents, mais des fois, on peut vouloir se confier à un professeur, à un oncle, à une tante, à une personne qui est là pour écouter. Comment, comme société, on est interpellé aussi dans l'ouverture qu'on peut faire à ces jeunes? Bien, oui, effectivement, je trouve ça intéressant que tu soulèves ça parce que des fois, c'est pas besoin d'une aide spécialisée. C'est des gens qui nous entourent et c'est aussi de dire aux gens qui nous entourent, ben, ces gens-là, tu sais, d'avoir le cœur et un œil ouvert par rapport aux jeunes qui côtoient, puis de les recevoir sans jugement. Tu sais, puis s'ils sentent qu'ils sont reçus sans jugement, puis qu'ils sont capables ils vont se confier, puis ils vont peut-être aller plus loin dans leur détresse, puis de le dire, tu sais, de nommer les choses qui vivent où ils se sentent pas bien, puis de parler de leur anxiété souvent, tu sais. Fait que je pense que c'est nous, comme adultes, d'être ouverts face aux jeunes, puis de pas ou non plus, parce que souvent, tu sais, on est plus tendance à nommer des préjugés, tu sais, à avoir des préjugés, puis à entretenir ces préjugés-là par rapport aux jeunes, que d'essayer de dire, on va aller plus loin que le préjugé qu'on entend que ils sont tous sur leurs réseaux sociaux, ils sont individuels, ils sont tout seuls, ils veulent pas communiquer. Il y a les enjeux de genre aussi, que parfois les grands-parents sont un peu dépassés sur ces questions-là, de dire comment j'adresse un peu ce que peut-être je perçois comme une recherche ou une errance chez mes jeunes. Et souvent, on traîne malheureusement des biais inconscients qui font qu'on... Plutôt que d'être dans l'écoute, on va être plus dans le jugement. Oui, tout à fait. Puis ça, c'est dramatique pour ces jeunes-là qui vivent un questionnement. C'est sûr qu'aujourd'hui, nos sociétés ont plus d'ouverture par rapport aux différents, puis par rapport à la sexualité, puis il faut être capable d'accueillir ça aussi. Puis l'important, c'est de ramener le parent à dire, c'est mon enfant, puis il a besoin de moi, il a besoin de mon aide, tu sais. Il a besoin de mon écoute. Tu sais. Fait qu'il faut aller au-delà de... Puis les questionnements qu'on a quand on est adolescent par rapport à son orientation sexuelle ou comment on se perçoit au niveau de son identité, c'est un passage. Hein? Il n'y a rien de fixé non plus à cet âge-là. Là, Et Cathy, peut-être en terminant, s'il y a des parents à l'écoute ou des grands-parents qui reconnaissent que peut-être leur enfant aurait besoin de vos services, comment réussir à convaincre notre jeune du bien fondé de vos services? Lui dire que c'est gratuit, c'est sans jugement, il va être accueilli avec ce qu'il est comme personne, puis que même le grand-parent ou le parent peut même l'accompagner pour une première fois, l'accompagner dans nos services, on va les accueillir, puis ça va être... puis c'est le début de quelque chose aussi, hein? Tu sais, d'arriver chez nous, d'être accueilli, c'est le début d'un parcours, d'un nouveau projet, puis je pense que c'est optimiste. Je pense que c'est la façon de le voir, mais c'est ça. Puis on est ouvert là à toutes sortes de jeunes. Tu sais, pour nous, on fait pas de distinction, puis on reçoit de plus en plus une clientèle de jeunes immigrants qui fait pas longtemps qu'ils sont arrivés au Québec, puis qu'ils se questionnent par rapport à notre société, par rapport aux besoins, les ressources. Cathy, on va inviter nos auditeurs à visiter le site Internet du Carrefour Jeunesse Emploi Roussillon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fut un plaisir. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Chantal Doré. On parle souvent du lourd fardeau des proches aidants, de leur culpabilité, de leur force aussi, parfois au-delà de leurs limites. Mais on parle assez peu de leur apprentissage. On parle assez peu de l'expérience initiatique que les proches aidants vivent à travers ce parcours. Et j'avais envie de parler de l'accompagnement, mais d'une manière complètement différente, d'une manière plus introspective, d'une manière plus, je dirais, poétique. Et je reçois pour en discuter Clara Veras-Bren, qui a fait un parcours d'accompagnement de son conjoint Rodrigo, qui était atteint de la maladie d'Alzheimer et qui en a fait quelque chose de collectif et de beau, à la fois un mémoire de maîtrise,
des mosaïques vraiment très magnifiques, des collages inspirants et qui a aussi produit à travers tout ça 2 conférences qui font du bien au cœur. J'ai assisté à sa conférence cette semaine au Centre Saint-Pierre où elle nous raconte son parcours de proche aimante et c'est un plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Clara. Bonjour, merci. Je pense que tu nous as beaucoup sensibilisés au fait qu'effectivement, on voit souvent les proches aidants à travers certains préjugés. Hein, tu es la grande force et tu parlais dans la conférence un peu du narratif collectif polluant. J'ai envie de t'entendre là-dessus. De quoi on parle? Ben, en premier, dans la salle d'attente, quand j'attendais pour venir ici, oui. Vous avez Canal M et il est écrit « Voir le monde autrement ». Oui. C'est exactement ça. Moi, j'aime l'expression, je l'aime pas, mais on vit vraiment dans une culture du désespoir à tout niveau et au niveau de l'accompagnement ou si on est atteint d'une maladie ou peu importe, dès qu'on s'approche de la vulnérabilité que moi j'appelle la tendreté. Et l'idée, c'est comment voir autrement. Comment construire un autre narratif personnel avant tout, mais pour peut-être nourrir un narratif collectif qui soit moins réducteur, c'est très complexe, la vie. Donc, l'accompagnement aussi, c'est complexe. Donc, et comme j'ai été 15 ans proche aidante, proche aimante, alors il faudra dire que aimante ne veut pas dire simplement c'est parce que j'aime mon conjoint. C'est ça, c'est au-delà. C'est une expérience initiatique très profonde. Mais on en parlera certainement. Absolument. Mais c'est ça, je trouvais ça intéressant que dans ce côté-là du désespoir que tu nommes, souvent dans les groupes d'entraide, tu sais, oui, on va parler de notre récit, de comment soit on souffre là-dedans, soit c'est difficile, soit on se sent coupable, ou soit on est fort. Et dans la conférence, tu parlais même, tu sais, de personnages, la femme qui souffre, la femme qui est forte. Mais qu'on parle peu de ce qu'on apprend, de ce qu'on apprend comme tel dans ça. Qu'est-ce que tu as appris dans tout ce parcours-là? Et je sais que ça pourrait durer longtemps comme réponse. C'est des apprentissages, mais intérieurs. C'est-à-dire qu'on regarde toujours l'accompagnement selon un premier axe que moi j'appelle l'axe extérieur, des soins et des gestes. Et on nous donne plein de conseils, plein d'affaires, des infos, comme si on ne savait pas. Mais nous, les personnes proches aidantes qui accompagnons jour après jour pendant des années, attention, c'est d'une évidence qu'on connaît, qu'on a besoin de soutien. Ça, c'est d'une évidence. Mais on a besoin de soutien pour pouvoir accompagner, mais aussi on a besoin du savoir de toutes les personnes proches aidantes parce qu'elles ont débordé de créativité, d'accueil de ce qui se passe, d'humilité, de dépouillement. Alors, moi, ce que j'ai appris, c'est en premier, je dirais, faire un vrai plongeon intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses, c'est difficile à dire, mais c'est d'aller rencontrer réellement qui je suis dans cette aventure-là. Parce que moi, je crois que j'ai commencé l'aventure et pendant plusieurs années comme une femme de devoir, donc une image. Marche avant, je fais tout ce qu'il y a à faire parce que j'aime mon mari, évidemment, mais c'est pas suffisant. Juste aimer, cet amour-là est pas suffisant. Donc, plonger dans l'intérieur et sentir premièrement, la tristesse. Et la tristesse amène au deuil. Mais j'ai été des années sans sentir, bien sûr que je pleurais, mais je sentais pas le ravage de cette tristesse. Et une fois qu'on l'accueille, qu'on se laisse traverser, il y a quelque chose qui se passe. Donc, apprentissage de l'intériorité, apprentissage de l'accueil. J'ai tellement accueilli de choses, j'aurais jamais cru être capable d'accueillir tout ça. Et oui, mais pas accueillir de façon passive. C'est un accueil où c'est ça la réalité. Et à partir du moment où je l'accueille, quelle va être mon action? Alors, c'est plus une action qui va surgir de la volonté, mais vraiment de l'intériorité. Et ça change tout. Parce que ma volonté, j'en avais beaucoup. Puis c'est l'inverse. J'ai appris à me dépouiller d'un peu de volonté.
De laisser les choses arriver, plus dans une lenteur, dans un... J'aime bien le terme des taoïstes qui est agir sans agir. Ça veut dire on agit quand même, mais pas avec cette volonté « je vais faire ça ». Parce que moi, j'ai craqué, j'ai eu une maladie de poumon. J'ai suivi le parcours type de beaucoup de personnes proches aidantes. On est fatigué, on est épuisé. Et à partir du moment où je suis rentrée à l'intérieur, ça a été houleux, attention. Oui. C'est extrêmement pénible. Mais à accueillir la souffrance, il y a vraiment des trésors qui surgissent. Je la désire pas, la souffrance, attention. Hein? Oui, c'est souvent lorsque des personnes ont vécu certaines difficultés et qu'ils acquièrent un peu de sagesse là-dedans, on va dire pas que c'était une bonne chose, mais comme il y a des personnes qui ont comme de la difficulté quasiment à voir l'apprentissage qu'on a eu dans ça, qui vont rester dans la posture de douleur ou de plainte Et quelque chose que tu as dit dans ta conférence, j'ai beaucoup aimé, c'est de remanier au lieu de ruminer. C'est très beau, ça. Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Boris Cyrulnik, qui est bien connu pour son travail sur la résilience, mais dans ma maîtrise, je l'avais lu beaucoup, parce que je me sentais traumatisée. Oui. Mais à un moment donné, j'ai vu ses recherches et ses travaux sur le narratif. Et pour lui, il est crucial qu'une personne souffrante entreprenne de faire un récit, mais un récit qu'elle va transformer. Et en transformant, en métamorphosant son récit, elle va métamorphoser sa souffrance. Donc, c'est un récit qui aborde la souffrance, mais par un autre angle que la répétition et la plainte. Parce qu'à un moment donné, moi, j'ai été dans des groupes de soutien, on entend à tour de rôle le malheur, mais la pure description du malheur de tout le monde, mais c'est pas transformé. Que ça soit transformé par l'art-thérapie, des collages, des mosaïques, mais par la poésie, par trouver d'autres mots qui disent la souffrance, mais qui la disent autrement. Mais ce que je trouve beau dans ton œuvre, c'est que justement, tu as fait de quelque chose de personnel quelque chose de collectif. Où chacun peut comprendre parce que il y a la maladie d'Alzheimer, mais il y a toutes les épreuves qu'on peut vivre. Il y a quelque chose de très universel dans ta démarche. On va parler un petit peu plus, là, comment tu as transformé ça. Tu as évoqué ta maîtrise, donc c'est une maîtrise en psychosociologie sur le deuil blanc. Explique-nous ce qu'est le deuil blanc. C'était pas sur le deuil blanc, ça incluait le deuil blanc. C'est une maîtrise que j'ai faite qui explore, qui étudie les vécus intérieurs d'une personne qui accompagne quelqu'un qui vit avec des troubles cognitifs dégénératifs. Et dans ça, il y a le deuil blanc, évidemment, à l'intérieur. À vrai dire, je crois que le deuil blanc est le socle de la cette pierre angulaire de l'aventure Alzheimer. Moi, j'aime bien l'appeler aventure Alzheimer. Il avait aussi la maladie d'accord de Lewy qui vient rajouter de la complexité. Mais c'est le deuil très particulier qu'on vit quand la personne est toujours vivante, mais qu'elle disparaît peu à peu. Elle reste toujours vivante avec son corps et sa sensibilité. Attention, ce n'est pas le reste d'un humain déchu, mais c'est vraiment plus la personne que j'avais rencontrée. Donc, et c'est très particulier et très complexe parce que c'est rempli de paradoxes et c'est difficile comme deuil. Et c'est un mot que moi j'ai appris 6 ans après avoir commencé l'accompagnement. C'est pas possible. Il faut vraiment qu'on parle du deuil blanc. Mais pas pour regarder la personne comme une pauvre proche aidante. J'aime bien dire ça, j'haïs ça, être placé dans la personne qu'on doit assister. Mais quand quelqu'un est dans un deuil, l'humanité, qu'est-ce que c'est? C'est d'accompagner les personnes en deuil. Mais quand le deuil blanc, moi je l'appelle le deuil invisible, quand le deuil est invisible, on n'est pas accompagné humainement. C'est terrible. Ça provoque une sensation d'isolement brûlante. Alors, quand tu parles que j'ai fait quelque chose de collectif, j'ai vécu tellement d'invisibilité comme beaucoup de personnes proches aidantes, ce qui amène tellement d'isolement que ça a été très difficile pour moi de sortir de la sphère intime et d'amener ça
pour tout le monde, mais je sentais qu'il fallait nourrir les autres d'une autre vision. C'est tragique, hein? C'est tragique, c'est souffrant, mais c'est pas que ça. J'ai aimé la phrase que tu as dite aussi dans ta conférence, le deuil se fait dans le sous-sol de notre être. Ah oui, c'est pas nous qui faisons notre deuil, ça n'a jamais été ça. C'est un processus intéressant, hein? Parce que je l'ai beaucoup étudié pour faire une première conférence sur le deuil blanc, puis il y avait très peu d'écrits, alors j'ai étudié le deuil effectif quand il y a décès. Oui. Et c'est pas une recette, c'est pas une décision, je vais faire mon deuil, là. Oui, puis on nous parle des étapes, et là, ce que j'entends, c'est de lâcher prise un petit peu, parce que moi, je vois souvent les graphiques, je travaille en gestion du changement, puis c'est souvent les mêmes étapes, et quasiment on nous force à nous situer où on est là-dedans, et j'entends un accueil de se lâcher aussi un petit peu dans, tu sais, se situer sur un point précis, de s'accueillir soi-même aussi dans... Oui, j'ai deux idées qui viennent en même temps dans ma tête. Allons-y avec une. Oui, ben là, elles viennent de s'évaporer un peu, c'est pas grave. Moi, je crois que pour le deuil blanc, pour moi, je vais aller avec cette première idée qui me revient. Comme personne proche aidante, tout le monde me regarde. Rodrigo est encore à la maison, il est resté 12 ans à la maison. Donc, je fonctionne. Mais à l'intérieur de moi, il y a une crypte secrète, invisible, inconnue, qui est ce deuil blanc, mais que je partage à personne parce qu'il est invisible et je le savais pas moi-même. Non, c'est ça. C'est difficile de partager quand c'est dans une fenêtre de nous qu'on n'a pas encore identifiée. Donc, moi, j'étais là, ben voyons, c'est pas si terrible, t'sais. Mais quand j'ai entendu le mot deuil blanc, c'est pas que j'arrive tout d'un coup dans une autre étape, mais je fais, ben voyons donc. Je suis pas mal à mancher. Je suis quelqu'un qui perd l'homme de sa vie, le père de notre enfant. J'ai une tristesse infinie. Et c'est d'accueillir la tristesse. Ça a été une porte magique. Mais c'est pas facile d'accueillir la tristesse. Je dis ça comme si c'était waouh, un cadeau, yéyé. Pas du tout. Mais c'est la porte, c'est ce moment où j'ai ouvert la porte à accueillir cette tristesse, où j'ai pu commencer mon chemin initiatique, je pourrais dire, d'où l'idée que je dis que le deuil blanc est vraiment la pierre angulaire de mon accompagnement. Est-ce qu'on peut dire que le deuil blanc, c'est une perte de l'accès qu'on avait à l'autre, ou cet accès-là se transforme dans le sens que la personne ne va plus nommer les choses, mais on est capable un peu par les yeux, tant qu'on n'arrive pas à une certaine étape, de garder cet accès-là? Un bébé, tout petit, il parle pas, il sait pas qu'il est canadien, une fille ou un gars, il sait pas que sa mère s'appelle telle, et on a des contacts. La personne qui est atteinte, mais là on parle du stade final, hein, parce qu'avant le stade final, Rodrigo a été 12 ans avec un désir, c'est un écrivain qui a écrit. Il y a un projet de livre là-dessus. Oui, pendant 6 ans, il a documenté son expérience. C'est incroyable. Moi, j'en ai fait une mise en lecture. J'ai du matériel pour la vie qui me reste. Mais là, j'ai oublié ta question, du coup. On va en profiter pour faire une courte pause, Clara, puis on revient dans quelques instants. De retour en studio avec Clara Verras-Brenn, qui a donné cette semaine une conférence, je dis une conférence, mais je le vois plus comme une expérience sur le parcours d'une proche aimante et tout son parcours initiatique, tout ce qu'elle a découvert à travers ça. Et Clara, tu nous parlais aussi de Rodrigo, qui a été conscient longtemps de ce qui se passait et qui a écrit là-dessus.
Alors, Rodrigo, ça a l'air incroyable, mais c'est réel. Je suis témoin, notre fils est témoin, a été lucide qu'il était malade de la maladie d'Alzheimer pendant 11 ans. Il a pu écrire pendant 6 ans. Pourquoi? Parce que c'est Rodrigo, parce qu'il avait un enfant de 2 ans quand la maladie a commencé. Il a une femme plus jeune, il vit dans une coop. C'est un écrivain, un homme de théâtre. Donc, il avait... Peu importe. C'est un homme que j'aimerais qu'on parle parce que vous c'est les héros anonymes. Oui. Et je crois que c'est pas toutes les personnes, mais toutes les personnes qui vivent des épreuves sont à quelque part des héros et des héroïnes. Pas des personnes à admirer, c'est pas dans ce sens-là, dans le sens qu'elles plongent profondément dans une quête et qu'elles découvrent des choses parce que leur vie leur amène une maladie. Rodrigo a, dans ses écrits, même remercié à un moment donné sa maladie Alzheimer pour lui avoir montré l'humilité. Ouais. La tranquillité, pour lui avoir appris à faire les deuils de tous ses traumas. C'était un multi-traumatisé, un Chilien qui avait vécu le coup d'État au Chili. Et comme si Alzheimer lui avait ouvert des coffres bien fermés. Et ça, il en était conscient. Mais pour ça, il faut qu'on leur parle. Ouais. J'ai accompagné aussi une dame que je connaissais pas. Et j'ai réussi aussi. Mais c'est long. On parle, on prend du temps. Et ils ont des choses à dire et on peut voir qu'ils sont en cheminement. C'est des héros en cheminement, mais ils sont tellement, tellement invisibles. Mais juste quelque chose que j'ai retenu aussi, qu'ils voyaient ce qui s'en vient. Ah oui. Et c'est cette lucidité-là, parce qu'on sait tous qu'on va vieillir, on sait tous qu'on va mourir, mais c'est comme si, comme tu le dis, on met ça dans une petite boîte à laquelle on ne veut pas trop penser. Et lui, il aurait pu rester dans le déni, mais il a choisi de rentrer dans le muscle de l'histoire puis de s'investir dans son aventure. Ça prend du courage. Oui, à un moment donné, il allait dans un camp, pas un camp de jour, je ne sais plus comment on dit. Du répit? Non? De jour, oui, c'est ça, mais il y a un mot que j'ai oublié. Et il y avait des gens très atteints qui ne bougeaient plus. Et lui, il a écrit « J'ai vu leurs yeux ». Et dans leurs yeux, j'ai vu qu'ils étaient vivants. Et j'ai vu que c'est vers là que j'allais. Et il a écrit « J'ai plus 1 minute à perdre ». Il s'est raccroché à la vie d'une façon créative et nouvelle. Attends, quelqu'un qui a Alzheimer, c'est ça, voir le monde autrement, voir les personnes atteintes autrement, voir la maladie autrement, voir les personnes proches aidantes autrement. Vous avez remarqué que je n'utilise pas le terme « prochainement » pour tout le monde. Il y a des critiques sur ce mot. Ah oui? Comme quoi, moi, je l'utilise pour moi, mais pas pour les autres. Chacun se nomme. Comme quoi, je vais mettre ça on met ça sur le dos des femmes, l'accompagnement déjà, puis de leur amour, puis ça fait le jeu des gouvernements, parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. Bien, on s'entend que vous avez... t'as nommé quelques chiffres dans la conférence qui sont, je sais pas, comme 8 milliards ou quelque chose du genre, je me rappelle pas. Les personnes proches aidantes ont fait 80% des soins, qui équivaut à 5 milliards de dollars au salaire minimum. Wow. C'est un vrai, vrai travail. Je sais pas pourquoi on a bifurqué là, mais... Non, mais c'est de se rendre compte que... Parce que tu disais le jeu des gouvernements, mais il est vrai que si vous étiez pas là, les proches aidants, ça serait vraiment un gouffre au niveau de l'aide à ces personnes. Mais ma présentation, parce qu'on l'appelle pas une conférence, moi j'aime bien le mot présentation, je présente non pas un témoignage, juste mon expérience, je présente mon mémoire de maîtrise qui est sur l'expérience intime intérieure. Et donc, je suis pas sur le registre des chiffres, mais quand même, c'est du travail invisible. Je suis pas dupe. Il n'y a pas que le chemin intérieur, mais comme on n'en parle pas de ce chemin intérieur, j'ai décidé d'en parler. Oui, mais je pense que c'est comme dans une histoire, il y a différents protagonistes, il y a la vision de différentes personnes, puis on peut avoir une même histoire, la raconter autrement. Moi, ici, j'essaie de faire le lien un peu à quel point on a besoin des héros anonymes, parce que collectivement, sinon, on serait vraiment perdu. On manque de possibilités de soutien. Mais j'aimais justement de pouvoir
offrir une vision plus poétique, une vision qui n'est pas de la psychologie comme telle, mais je trouve qu'il y a une prise de pouvoir dans ce que tu as fait, tu sais, aussi Absolument. avec la mosaïque. Je veux juste dire, parce que moi, ce que j'ai senti, je suis sortie de la seule sphère de la souffrance et de la seule sphère psychologique, parce qu'on est toujours là-dedans, dans notre société. Et je suis rentrée dans la création, l'introspectivité et la création, et ça m'a permis de sortir des images autres que cette femme souffrante ou cette super femme. Et moi, j'appelle ça un kaléidoscope. Et du coup, la personne proche aidante a des volets incroyables, symboliques. Et d'aller puiser à notre propre symbolisme personnel m'a insufflé une dose de vitalité qui m'a permis de continuer l'aventure. Rodrigo a vécu 2 ans et plus en CHSLD et ça m'a permis de ramener Rodrigo à la maison dans les soins palliatifs et de mourir à la maison, ce que je n'aurais jamais pu faire sans ce mémoire et sans cette transformation de mes propres représentations mentales et des représentations mentales désespérantes qu'on a dans notre narratif collectif. Tu l'as assisté beaucoup dans ces 2 ans-là en CHSLD. Tu nommais l'épreuve suprême pendant la présentation. Oui, c'est un lieu où il y a beaucoup de travail, beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'amour, mais ça reste un lieu souffrant, un lieu qui est à l'image de notre société. Ça va vite, on se protège, on a peur des grandes questions existentielles que sont la maladie, la souffrance et la mort. On apprend aux préposés, aux infirmières. C'est une infirmière elle-même qui me l'a dit dans sa formation. On lui apprend à se protéger. Moi, je crois que les préposés ont un chemin à faire, comme les personnes proches aidantes. Nous, on est engloutis dans la souffrance de l'autre, qui amène le stress de compassion. On a un chemin de distanciation à faire, mais de rester engagé dans la souffrance de l'autre. Engagé sans devenir englouti. Exactement. Et les préposés et autres ont un chemin à mi-chemin. Enlever ces murs et redevenir humain parce que c'est... dire, je dépose avant mon travail ceci dans une boîte, je le laisse là, alors que tu le vois comme quelque chose de plus organique, peut-être, de plus... C'est que cette préposée, parce que j'en ai vu des préposées merveilleuses, qui était affectée par la souffrance. Quand Madame X crie et qu'elle souffre, ça remue tout le monde. Mais il n'y a pas de place pour accueillir la souffrance des personnes qui travaillent en CHSLD. Pas du tout. Au contraire, on leur dit, n'y allez pas. C'est pas possible, c'est impossible. On est tous à la même enseigne. On va tous vivre la maladie, possiblement. La souffrance, on la vit tous et on va tous vivre la mort. Et pourtant, on a peur de ça. Est-ce que je peux me permettre... Le temps passe, mais je voudrais dire qu'il y a un Africain qui... j'allais t'amener sur un peu les difficultés de notre société occidentale. Fait que dans ce sens-là, je pense que nos propos vont se rejoindre. Vas-y, Clara. Quand je l'ai lu, ça vient d'Afrique. C'est incroyable. Il dit que ces expériences d'accompagnement, par exemple, dans nos sociétés occidentales, sont extrêmement souffrantes parce qu'elles ne sont pas vues collectivement comme des événements de possible maturation, comme des possibles chemins initiatiques qui seraient alors soutenus, reconnus et soutenus par l'entourage et la collectivité. Au contraire, on en parle de plus en plus comme de quelque chose... on en parle de toute façon comme quelque chose d'uniquement terrible. Et dernièrement, j'ai entendu qu'on allait jusqu'à pathologiser les personnes proches aidantes. On va les considérer comme des patients pour mieux les aider. Elles vont avoir un dossier médical. On n'est pas du tout en train de les aider à cheminer dans un chemin initiatique. J'imagine c'est... comment il s'appelle? Du Burkina Faso? Oui. Malidoma Somé. Oui. Merveilleux. On a tellement à apprendre de ces collectivités autres qui savent qu'est-ce que c'est une communauté encore. On l'a su au Québec. Ça se perd. On l'a su en Europe, ça se perd. Oui, on a besoin beaucoup de ramener du collectif et c'est un des...
j'ose pas dire des conseils que cette conférence-là donne, mais tu parles beaucoup de l'importance du collectif, de la communauté, de l'art-thérapie, du travail introspectif. Tout ça nous aide à sortir de l'isolement. En premier, sortir de l'isolement, aller voir les gens où on peut parler de nos expériences, parce qu'il y a beaucoup de gens, on commence à dire « Je suis dans un party, qu'est-ce que tu fais? » « Ah ben moi, je suis accompagnante, mon mari a Alzheimer. » Boum, la conversation vient de s'arrêter. Ouais. La personne s'éloigne. Alors, sortir de l'isolement, rentrer à l'intérieur. Il y a des gens qui peuvent aider à ça. On n'est pas obligé de méditer pour faire ça. Il y a toutes sortes de techniques, mais être proche de son corps, pour moi, c'est par le corps que ça commence. Il y a la créativité, pas pour faire des choses jolies, esthétiques, pas du tout. Juste s'exprimer. S'exprimer autrement que dire « c'est dur, c'est dur, c'est dur ». Oui, mais c'est dur comment? Ça a quelle couleur, cette tristesse? À un moment donné, moi, je me suis vue faire une larme sur toute la grandeur du papier et à un moment donné, j'ai mis plein de fleurs autour de la larme parce que je sentais que c'était pas que de la tristesse. J'avais encore mon compagnon. Il y avait notre fils. On bâtissait notre famille. Clara, on aurait pu avoir cet entretien-là encore très longtemps. Je vais rappeler que ton exposition de mosaïque est exposée dans le hall d'entrée du Centre Saint-Pierre toute la durée du mois d'avril, que ton mémoire est disponible en ligne et que la conférence que tu donnes est disponible également, que ce soit pour, en fait, pour tout le monde, hein, pour les intervenants, mais aussi toute personne qui... Même des gens qui vivent pas cette situation. Ouais. On me le dit sans arrêt, c'est bon pour moi que mon enfant est très handicapé. Et aussi, il y a une mise en lecture. Si on veut me contacter, c'est à écouter pour créer un dialogue entre les personnes qui sont atteintes et le reste du monde. On se garde au courant, Clara. Et de mon côté, je remercie notre merveilleuse équipe qui nous permet de recevoir ces héros anonymes à chaque semaine. Et je vous invite à écouter aussi tous nos autres épisodes sur la balado. Bonne semaine, on se retrouve bientôt.